Philosophie du droit. Première partie, comprendre les sociétés humaines. Chapitre 1, définir la philosophie. A. Étymologie. La philosophie vient du grec ancien philo et de sophia, qu'on peut traduire par amour de la sagesse. Le philosophe recherche donc la sagesse. B. Objet. La philosophie est une science particulière en ce qu'elle n'a pas d'objet défini. Elle peut en effet s'interroger sur tous les domaines. On ne peut en effet dire que son objet est la sagesse, puisque celle-ci fait l'objet de la recherche par le philosophe. Il n'existe pas de vérité philosophique à transmettre, elle est en perpétuel mouvement. C. Sur le plan historique. Jusqu'au XVIIIe siècle, un philosophe est un savant qui réfléchit sur énormément de domaines, comme les différentes disciplines scientifiques, mais également sur la morale. Au XIXe siècle, la philosophie devient une discipline à part entière et les philosophes se spécialisent dans une matière, que ce soit le droit, la politique, les mathématiques, etc. D. En quoi une science en elle-même et la philosophie de cette science sont-elles différentes? Le philosophe questionne, il critique l'objet de la science. D'une définition acceptée par un grand nombre de personnes dans le domaine scientifique, le philosophe s'interroge afin de savoir si c'est la seule façon de concevoir le concept défini. Par exemple, à la question « Qu'est-ce que le droit ?», la réponse est souvent « C'est un ensemble de règles qui régissent les rapports entre les membres d'une même société ». Le philosophe, lui, se demandera dès lors si la définition est pertinente, si elle contient ou non des présupposés. Notons que toute pensée se fonde sur des présupposés. C'est là que la philosophie entre en jeu pour vérifier s'il n'est pas possible de penser autrement. E. Hostilité à l'égard de la philosophie. Il est aisé de comprendre qu'il est peu apprécié par le commun des mortels de voir leurs croyances remises en question par des philosophes. Kurt Lewin, un psychologue, dira « Rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie ». Karl Marx, dans sa thèse sur Feuerbach, qui est sa 11e thèse, dira « Les philosophes ont seulement interprété le monde de différentes manières, ce qui importe, c'est de le transformer. » F. Fascination pour la philosophie. On voit fleurir des philosophes contemporains médiatisés qui sont seulement des essayistes puisque non universitaires. Ceux-ci ne font pas de la philosophie à proprement parler, mais proposent des réponses toutes faites à des questions. Citons notamment Bernard-Henri Lévy, Michel Onfray, Raphaël Enthoven et Raphaël Glucksmann. G. Comparaison du but scientifique et du but philosophique. Les sciences tentent d'apporter des réponses dans leur champ de matière, alors que le philosophe se demande si la question est bien posée. Foucault, dans L'usage du plaisir en 1984, dira « Mais qu'est-ce que la philosophie aujourd'hui si elle n'est pas le travail critique de la pensée sur elle-même ? Et si elle ne consiste pas, au lieu de légitimer ce qu'on sait déjà, à entreprendre de savoir comment et jusqu'où il serait possible de penser autrement ?» Voyez ici qu'il n'apporte pas réellement de réponse à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?», sûrement parce qu'il y a autant de définitions de la philosophie qu'il y a de philosophes. Chapitre 2, les sociétés premières. A. Introduction. Petit 1. Comment interroger un postulat? Pour interroger le postulat, il faut se décentrer, élargir notre point de vue subjectif sur les choses. On puisera donc dans les sciences humaines et sociales, ce qui va nous servir à nous décentrer. Alors que l'histoire nous permet de nous décentrer temporellement parlant, l'ethnologie nous permet de nous décentrer en ce qui concerne la culture des sociétés. On peut déceler, selon la méthode comparatiste, des invariants anthropologiques, c'est-à-dire des traits culturels communs entre les sociétés. Par exemple, le marché, l'État, les droits de l'homme, etc. Petit 2. La méthode de répartition selon les idéotypes, inventée par Max Weber. Les sociétés premières sont celles dites sans État. Par exemple, Nambiquara au Brésil, étude de Lévi-Strauss vers 1935. C'est une société de chasseurs-cueilleurs, paléolithique. Et les sociétés trifonctionnelles, cité, État, empire, par exemple Athènes entre le 8e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est la classe agraire, militaire, sacerdotale, c'est anciennement une société théologico-politique, il y a eu l'émergence de l'État, il y a un rapport vertical entre les gouvernants et les gouvernés. Les sociétés propriétaristes et l'État territorial, par exemple l'Europe depuis le XVIe siècle, propriété privée des moyens de production, terres, bureaux, hangars, c'est le capitalisme, c'est l'État territorial, l'organe policier, juridique de contrôle de la population. B. Des sociétés non civilisées. Nota bene, ces trois stades historiques sont également des strates souterraines, les fondations de nos sociétés. Par exemple, les pratiques sociales que l'on utilise encore, à savoir le christianisme, l'islam, la philosophie, les droits romains, société trifonctionnelle, le système de parenté ou encore les échanges économiques, société première.
deux clichés peuvent nous faire penser que ces sociétés sont moins civilisées que les nôtres. Petit 1. Ce sont des sociétés de violence avec un mâle dominant, une société sauvage qui ne connaît pas le droit. Petit 2. Une société pacifique qui vit en harmonie avec la nature, sans État. Le gros souci de ces deux clichés est qu'ils caractérisent ces sociétés par le manque. En fait, il n'y a aucun manque, il n'y a que du refus. Ce n'est pas tant parce qu'elles étaient incapables d'inventer l'État ou l'écriture qu'elles en étaient dépourvues, mais bien parce qu'elles se refusaient de changer, de perturber leurs habitudes. C'est comment décrire les sociétés premières. Ce sont toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs, système économique autour de la chasse et de la pêche, et les sociétés d'agriculteurs-éleveurs, généralement nomades ayant refusé l'emprise de l'État. Ce sont vraiment des sociétés refusant les institutions. Sachons qu'il en reste aujourd'hui, dont une certaine qui a tué un homme étant venu pour les évangéliser. D. Quel cliché de croire qu'ils vivaient à la limite de la subsistance. Marshall Salins, auteur de Âge de pierre, âge d'abondance en 1972, nous apprend que les technologies de la chasse, de pêche, de cueillette et d'artisanat sont très adaptées à l'environnement de ces sociétés afin de tirer un maximum de l'exploitation des matières premières. Le mode de vie nomade leur permet de varier l'alimentation et éviter les maladies et les épidémies. Le mode de production économique permet de ne travailler que 3 ou 4 heures par jour, laissant beaucoup de temps pour des activités telles que le soin des enfants et les pratiques religieuses ou artistiques. Ce sont donc plutôt des sociétés de loisirs dans lesquelles on est en meilleure santé que dans les autres sociétés. Sur le plan social. Claude Lévi-Strauss, auteur de Les structures élémentaires de la parenté en 1949, nous rapporte que sur le plan social, ce qui compte, c'est les familles. En effet, pour avoir une structure interclan solide, on crée des liens par les mariages et les filiations. Au final, tout le monde est un peu cousin avec tout le monde. Quid de la domination masculine, du patriarcat. Ces sociétés sont plus égalitaires que les deux autres types de sociétés. Certes, il y a une division sexuelle du travail, les hommes vont à la chasse et les femmes font la cueillette, mais cette division n'empêche pas que les femmes participent à l'activité économique. Notons que ce ne sont tout de même pas des sociétés matriarcales, tout simplement car il n'en a jamais existé dans l'histoire humaine. Nota bene, les Amazones n'étaient qu'un mythe, une dystopie inventée par les Grecs. Pour eux, c'est ce qui ne devait pas se produire. Il ne faut pas confondre le culte de la déesse mère et le culte de la femme. Logique de don et de contre-don, Marcel Mauss l'essai sur le don en 1924. Dans les sociétés premières, le don et le contre-don étaient le système économique dominant. Les clans n'établissent pas de contrat, pas de vente, pas d'achat, mais ont bien conscience de l'existence de la monnaie et l'utilisent mais pas là. L'échange se fait donc par cycle de don, réception et contre-don. Ces cycles de triple obligation créent des liens sociaux. D'ailleurs, le don est une compétition sociale dans laquelle les prétendants au statut de chef s'affrontent. Celui qui écrase son adversaire sous les dons se voit devenir chef, potlatch, et se place dans une condition de dette permanente envers la collectivité. Ce titre de chef amène prestige et non-coercition. Le chef ne peut donner d'ordre et prélever d'impôts, mais a le respect de la collectivité. Le don a un caractère paradoxal en ce qu'il est à la fois volontaire, gratuit et facultatif, et obligatoire, obligation morale. On a déjà tous remarqué être gêné lorsqu'on ne pouvait rendre un cadeau, faute de moyens. Aussi, lorsqu'on nous invite à dîner, on amène une bouteille de vin. Le chef étant à la place qu'il occupe grâce au don, se doit de donner plus, mais de rendre tout. Il ne gagne donc pas de richesse, et il doit donner de sa personne en rendant des services, être plus courageux que les autres au moment de combattre, faire de beaux discours pour unifier la collectivité, connaître les mythes, dictons et proverbes, et sera constamment maintenu dans une situation de dette. Il ne peut exercer de coercition ou de violence sous peine de perdre son prestige et donc son pouvoir. Les 3 sortes de modèles économiques selon Karl Polanyi, anthropologue. 1. Le don et le contre-don, dominant dans les sociétés premières. 2. Redistribution et centralité, le chef répartit la collectivité, dominant dans les sociétés trifonctionnelles, notamment via l'impôt. 3. Marché et échange, contrat et vente, dominant dans les sociétés propriétaristes. Ce que l'on constate, c'est que chaque société utilise les 3 modes économiques, mais l'un plus que les 2 autres. Les sociétés premières et la guerre. Pierre Clastre, Société contre l'État en 1974 et La guerre dans les sociétés primitives en 1977. Dans la pratique de la guerre, les sociétés premières ne cherchent pas à gagner du territoire, de la puissance ou des richesses,
mais bien de remettre tout clan qui commencerait à s'élever par rapport aux autres. Si un clan se sent réellement dominé, il fuit. C'est là un des tout premiers modes de résistance contre l'émergence de l'État. J. Pourquoi les sociétés primaires sont-elles réfractaires à l'émergence de l'État? Pour les sociétés qui ont été ou sont en contact avec des sociétés étatiques, elles lui résistent parce qu'elles voient l'avilissement que crée l'émergence de l'État. Pour les sociétés isolées, n'ayant donc pas connaissance de ce qu'est l'État, elles ne souhaitent pas changer, être troublées. C'est pour ça qu'elles se dotent d'institutions pour se protéger d'une forme d'État. Mais alors, qui détient le pouvoir? Dans ces sociétés premières, la collectivité détient le pouvoir, car la flèche représentant la dette part du chef à la collectivité. Avec l'invention de l'État, il y a un renversement du sens de la dette. La communauté doit à l'autorité. Par exemple, les sociétés propriétaristes fonctionnent de telle sorte que les ménages et les États sont en dette vis-à-vis des marchés. Nota bene, pour savoir qui détient le pouvoir dans une société, il faut regarder le sens de la flèche dette. Celui qui est créancier a le pouvoir. K. Le droit dans les sociétés premières. On peut aisément dire que le droit est un invariant anthropologique. Sous formes diverses, il y a du droit dans toutes les sociétés. Dans les sociétés, il n'y a ni de pouvoir législatif, car les NJ s'imposent aux individus par le biais d'habitudes sociales transmises des ancêtres, droit coutumier. Le caractère obligatoire se justifie par « on a toujours fait ainsi ». Il n'y a pas un législateur, mais des ancêtres, dieux, héros, qui ont apporté des mythes et des proverbes qui seront suivis par les continuateurs. Il n'y a pas non plus de pouvoir judiciaire, car il n'y a ni procès ni jugement. Le règlement des litiges se fait à travers des rituels. 1. Épreuve rituelle, par le feu ou par l'eau. C'est le groupe qui juge, mais on sollicite l'aide des dieux ou des héros. Plus la croyance est grande, plus les chances de réussite le sont aussi. 2. Les rituels de réconciliation. Enterrer la hache de guerre après la fin des négociations ou fumer le calumet de la paix pour signifier la reprise des cycles de dons et de contre-dons. Nota bene, ça se fait entre clans et non entre individus. L. La religion dans les sociétés premières. Droit et religion sont corrélés. Il est faux de croire qu'il y a une évolution des religions, elles sont simplement différentes. Selon Edward Taylor, auteur de Primitive Culture en 1871, l'animisme était la religion des premières sociétés et la base de la religion serait les rêves où l'on voit s'animer des forces invisibles. Ce n'est que lorsqu'on se réveille qu'on se rend compte que c'était un rêve. L'animisme est un système de croyance selon lequel tous les êtres vivants et les êtres naturels sont dotés d'une âme, d'une force vitale qui les anime. Par exemple, l'esprit de la rivière ou du chat. Il est important de comprendre que ces esprits ne sont pas des dieux ou des personnifications, mais des forces invisibles qui se retrouvent en chaque chose. Ces forces peuvent être bénéfiques ou maléfiques. Phénomène de chamanisme. Quelqu'un est capable d'entrer en communication avec ces forces invisibles. Il connaît les techniques de divination, danse, incantation, etc. et éventuellement peut les influencer. Il fait office de guérisseur, de médecin, de psychologue, mais est aussi influent socialement car c'est lui qu'on vient trouver avant un grand événement pour savoir comment il va se passer et pour éventuellement changer le cours des événements. À la différence, selon Émile Durkheim, auteur de Les formes élémentaires de la vie religieuse en 1912, il existait une religion de totémisme. Le totémisme est un système de croyance selon lequel chaque clan s'identifie à une entité animale ou végétale ou à un ancêtre censé protéger le clan. Pour lui, la religion naît de l'expérience qu'un groupe fait de son identité. Citation : « Je ne vois dans la divinité que la société transfigurée et pensée symboliquement. Il y a une distinction à faire entre les choses sacrées et les choses profanes, qui est à la base du totémisme. Outre ces deux écoles, chaque société peut être définie par son intentionnalité sociologique. Celle-ci provient d'une orientation collective inconsciente de très longue durée, plusieurs siècles. Celle des sociétés premières est de préserver l'équilibre entre clans, raison pour laquelle l'État est refusé. Il est hors de question de créer une perturbation de ce qui est établi. M. Paradoxe de ces sociétés sans histoire. En souhaitant se préserver de toute forme d'histoire, elles en ont créé. 1. Les Dogons du Mali, au XIIe siècle, se sont réfugiés dans les montagnes pour fuir l'islam et réinventer leur mode de vie pour s'adapter à ce nouveau milieu. 2. Les peuples marins de Polynésie en 1500 avant Jésus-Christ se sont vus commander par leur croyance de prendre la mer vers l'Orient, car les dieux sont là où le soleil se lève. Pour ça, ils ont colonisé la totalité du Pacifique. Pourtant, leur but n'était pas d'étendre leur territoire, mais de poursuivre un but mystique. N. Conclusion.
Claude Lévi-Strauss, citation. Je dirais que les sociétés qu'étudie l'ethnologue, comparées à nos grandes sociétés modernes, sont un peu comme des sociétés froides par rapport à des sociétés chaudes, comme des horloges par rapport à des machines à vapeur. Ce sont des sociétés qui produisent extrêmement peu de désordre, ce que les physiciens appellent entropie, et qui ont une tendance à se maintenir indéfiniment dans leur état initial, ce qui explique d'ailleurs qu'elles nous apparaissent comme des sociétés sans histoire et sans progrès. Tandis que nos sociétés ressemblent à des machines à vapeur, elles utilisent pour leur fonctionnement une différence de potentiel, laquelle se trouve réalisée par différentes formes de hiérarchie sociale, que cela s'appelle l'esclavage, le servage ou qu'il s'agisse de division en classes. Extrait tiré de Charbonnier, entretien avec Claude Lévi-Strauss en 1961. Chapitre 3. Les sociétés trifonctionnelles. Luc de Heusch, Facteur G, ou encore Passage de kinship à kingship, ou comment une société froide devient une société chaude. A. La naissance de l'État. Dans ces sociétés trifonctionnelles, la hiérarchie fonctionne verticalement, avec une classe qui travaille, une classe qui défend et une classe qui prie. Au-dessus d'eux, Dieu. La classe agraire a une fonction productive. Elle est la classe la plus dense puisqu'elle représente plus de 90% de la population. La classe aristocratique a davantage une fonction militaire. Elle est là pour défendre la collectivité. La classe sacerdotale détient les pouvoirs religieux, politiques, administratifs et judiciaires. C'est à partir de cette période que l'on peut constater le renversement du sens de la dette de Pierre Clastres. En effet, qui dit naissance de l'État dit naissance de l'impôt. On voit donc que la dette est due au chef, classe sacerdotale, par la collectivité, classe agraire. B. Question historique. La naissance de l'État est-elle une conséquence de la révolution néolithique ? Des grandes rumeurs à la réalité. La révolution néolithique est un triple progrès. Invention de l'agriculture, passage du nomadisme à la sédentarité en ville agraire, progrès social, et naissance de l'État, progrès politique. Pourtant, il n'y a pas de passage nécessaire de ces trois stades, de l'agriculture à la sédentarité et de la sédentarité à l'État. Nota bene, l'État n'est pas le résultat d'une nécessité historique, mais d'une intentionnalité sociologique. Le passage à l'État est un choix collectif. Il est considéré que la révolution néolithique s'est faite en un jour, alors qu'on sait qu'il a fallu plusieurs millénaires entre chacun de ces progrès. On parle d'attraction irrésistible pour le mode de vie des agriculteurs-éleveurs. Ce qui est tout à fait illogique quand on considère que le mode de vie est plus pénible. En effet, les heures de travail sont multipliées par 4, la sédentarisation facilite la propagation des maladies et l'alimentation n'est plus aussi variée que celle des sociétés premières. Les agriculteurs-éleveurs sont définitivement en moins bonne santé que les chasseurs-cueilleurs. D'ailleurs, la population mondiale va très fortement résister à l'État. Cependant, l'histoire étant écrite par les dominants, on a très peu de traces de classes dominées. C. Les sociétés trifonctionnelles sur le plan économique. Le mode de vie dans la domus est plus difficile. Les tâches sont plus lourdes. Notons que c'est le paysan qui doit s'adapter au mode de vie des plantes et des animaux. Réflexion, qui a domestiqué qui finalement ? En ce qui concerne les femmes, elles sont relayées à un rôle de production des êtres humains et de soins de ceux-ci jusqu'à ce qu'ils puissent à leur tour œuvrer dans l'agriculture. Parce qu'elles ne participent pas à l'activité économique, elles sont dépossédées d'une part du savoir que cette participation leur procurerait. Elles sont également exclues des fonctions politiques.